vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Connaissez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Quand j'ai pensé un petit peu au sujet dont j'allais discuter avec vous avant l'entrevue, j'ai pensé justement à mon invité et ça m'a fait penser que mon invité, lui, aime beaucoup la lecture. Il aimait beaucoup aussi, et dès sa jeunesse, là, travailler dehors et aussi entraider les gens. Et moi, vous savez que j'aime beaucoup la lecture aussi. Et souvent, j'aime les romans historiques et c'est un fait qui ressort beaucoup, moi je trouve, dans ce temps-là. On dirait que les gens étaient des fois plus pauvres, mais qu'ils aimaient quand même s'entraider, qu'il y avait un lien familial qui était important, les fêtes, les festivités, c'était quelque chose d'assez important. Justement, quand arrivait le temps des fêtes, on souhaitait qu'il n'y ait pas de tempête de neige qui allait nous empêcher de se rendre dans la famille. Alors, je vous parle aujourd'hui d'une autrice et d'une saga que je suis en train de lire. Je suis rendu au tome 2 et ça s'appelle « La faute des autres » et l'autrice, c'est José Ouimet. Donc, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, c'est quand même, je dirais, c'est écrit simplement, c'est une histoire quand même assez contemporaine, je dirais. Et je vais vous lire la 4e de couverture, ça va vous donner une bonne idée. Comme je vous disais, il y a 3 tomes. Le tome 1, ça s'appelle « Les rêves ». Le tome 2, c'est la réalité et le tome 3, c'est les révoltes. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture du premier tome, évidemment, et ça va vous donner quand même une bonne idée de ce dont on parle dans cette tomaison. Donc, Montérégie, 1943. Le spectre de la conscription plane encore et toujours au-dessus de la tête des jeunes Canadiens français. Leur seule chance d'y échapper, la prêtrise, le mariage de raison ou l'amputation d'un doigt. Fernand Dupré, 30 ans, fait partie de ces célibataires qui ne peuvent avoir leur dispense. Le mariage devient la seule avenue possible pour ce fils de cultivateur qui rêve de reprendre la terre paternelle, mais dont les projets seront contrecarrés par son père, peu enclin à céder ce qu'il considère comme son bien, et l'arrivée inopinée d'un frère détesté qui revient le hanter. La vie de Fernand bascule soudain grâce à la rencontre fortuite d'Henriette Camiran, une bien jolie orpheline. Les 2 jeunes gens sont devant le néant. Henriette n'a plus d'autre ressource que de prendre Marie pour sortir de sa misère et Fernand, lui, doit à tout prix éviter l'armée. Par la faute des autres, mais surtout victime d'un destin capricieux, Fernand et Henriette se retrouveront unis pour le meilleur et pour le pire, tout en donnant une chance à l'amour qui pointera bientôt le bout de son nez. Alors voilà, donc La faute des autres par José Ouimet. Je vous propose cette saga qui, comme je vous dis, a un peu un lien avec mon invité qui, vous allez voir, c'est un monsieur, un bon vivant, qui, dès le début de sa vie, quand il était tout jeune et qu'il s'est retrouvé à l'école, a su ce qu'il allait faire de sa vie. Non seulement l'a fait, mais n'a aucun regret. Cette semaine, on reçoit René Godin.
Cette semaine, ça s'annonce encore être une entrevue comme je les aime, c'est-à-dire avec des gens que j'approche et qui assez spontanément vont dire oui, on participe au projet, pas de problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec mon invité et c'est Monsieur René Godin. Tout d'abord, bonjour René. Bonjour. Et merci de participer au projet Connaissez-vous. Ça me prend des gens comme ça qui acceptent spontanément et qui sont pas trop nerveux de la chose, hein, parce que c'est pas si énervant. C'est une petite discussion amicale qu'on a ensemble dans le fond. Moi, j'aime ça le présenter comme ça. Alors, si tu es d'accord, j'aimerais ça qu'on commence peut-être par le début, hein, si tu es à l'aise de nous dire environ à quelle époque tu es né et à quel endroit. Bon, c'est simple. Je suis né en 1955, Okay. un 15 janvier, c'est un samedi. Même, je peux vous dire là, je suis venu au monde à 4h45 de l'après-midi. Donc, un 15 janvier, un samedi, ça va être que c'est comme en 2022, ça? Oh oui, mais c'est en 55. Oui, mais là, vous allez, c'est comme si vous étiez né cette année, là, en 2022. OK. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, Oui, c'est vrai, vous avez raison. c'est ça qui est drôle. Oui. Donc, ouais, excusez, là, je vous ai interrompu pour... Non, il n'y a pas de problème. OK. Je suis venu au monde dans une petite paroisse qui s'appelait dans le temps la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils, Ah dans le oui, comté de Portneuf. OK. Aujourd'hui, c'est annexé avec Donnacona, mais pour nous, les anciens, ça restera toujours Les Écureuils à cause la mentalité du monde n'était pas la même. OK. Donnacona, en superficie, c'était moins grand. Et c'était qu'il y avait la grosse usine Domtar qui était là. Tandis que les Écureuils, c'était une petite paroisse surtout agricole. OK, parfait. Donc, ça nous situe un peu. Et toi, René, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un problème de vision ou si c'est arrivé plus tard? Non, je suis venu au monde avec mon handicap visuel, qui est la rétinite pigmentaire, mais je l'ai su seulement l'année que je me suis marié en 82. Avant ça, mes parents, pourtant, ils ont fait bien des démarches, puis ils disaient toujours que c'était du nystagmus que je faisais. OK. Mais la rétinite pigmentaire, elle était là. OK, déjà là, à ce moment-là. Mais ça te causait pas de problème? Tu étais capable de vivre normalement? Oui, normalement, mais j'ai été handicapé visuel, là, ça paraissait. OK. Mais moi, dans ma tête, je savais que j'étais handicapé visuel, mais j'avais vraiment pas la notion là, que mon champ visuel était si réduit que ça. C'est seulement quand je l'ai appris qu'on m'a expliqué c'était quoi la rétinite pigmentaire, et qu'on m'a appris que j'avais seulement entre 3 et 5 de champ visuel. Moi, dans ma tête, là, je me suis mis à m'imaginer que les autres devaient voir tout le tour d'eux autres, là, sans bouger la tête. OK. Mais qu'est-ce que tu as comme souvenir, comme admettons, quand tu étais enfant? Est-ce que tu pouvais, j'imagine que oui, là, mais tu sais, tu jouais dehors avec les enfants, t'allais à l'école comme les autres? Bon, de souvenirs, je peux remonter à l'âge de au moins 3, à l'âge que j'avais 3 ans. Je savais que j'étais pas comme les autres à cause je pouvais pas courir autant que les autres à cause je m'enfargeais ou des fois un petit fossé fallait sauter par-dessus, ben moi je sautais carrément dedans. Oh. Ouais. Quand il me temps des études, ben j'avais 6 ans, j'avais pas mes 7 ans encore, en septembre. Là, je suis rentré à Nazareth. OK. À l'Institut. Donc, Oui, tu es quand cause même allé à l'école spécialisée. Oui. OK. J'ai rentré à Nazareth. J'ai fait mes 4 ans à Nazareth. Ça a très bien été.
c'est quand je suis tombé à Louis Braille que là, ça a moins bien été. OK. À cause venant de la campagne, puis moi, j'avais besoin de la nature. C'était ancré dans moi. Je suis de la campagne, puis j'avais vraiment besoin de la nature. Puis à Louis Braille, on n'avait pas un brin de verdure, des clôtures avec des fils barbelés au-dessus qui fermaient les cours. Là, j'étais malade. J'ai fait 2 ans, mais les médecins, à un moment donné, notre médecin de famille avait dit à mes parents, sortez-les de là. Je maigrissais à vue d'œil. Puis... Parce que c'est ça, hein, il y avait pas de verdure là, puis il y avait le bruit aussi de la ville, hein, ce que d'autres personnes me disaient, là. Oui, là, je me suis vraiment senti comme en prison. Avoir continué à Nazareth, j'aurais fini mes études. J'aimais l'école, puis j'allais très, très bien. Là. J'ai encore mon bulletin de 5e année, puis j'arrivais très, très bien. Là. C'est ça, c'était pas l'apprentissage qui était le problème, là. Non, c'était pas l'apprentissage. Est-ce que quand même tu as réussi à te faire un peu d'amis? Est-ce que ça allait aussi, ou si le fait que c'était difficile de t'acclimater, ça a été difficile socialement? Non. J'étais pas la personne à me tenir en gang. OK. Mais les amis que j'avais des... j'étais très proche d'eux, là. OK. Entre autres, je peux vous parler, j'en avais un ici, malheureusement, il est décédé, il s'appelait Gaétan Carrier, c'est à Québec, là. Puis on était très, très, très proches. Mais j'avais pas d'ennemis. J'étais bien avec tout le monde, mais j'étais plutôt solitaire. J'étais pas le gars à me tenir en gang. OK. Mais toujours prêt à aider celui qui avait besoin. OK. D'accord. Celui sur qui on pouvait compter. C'est en moi, ça. OK. C'est une très belle qualité, en tout cas, ça, c'est sûr. Et là, au bout de 2 ans, bon, là, ça allait pas. Le médecin a dit, non, ça, vous êtes mieux de l'enlever de là. Ça fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a ramené à ton école de quartier ou? Mes parents ont fait mains et pieds auprès de la régionale Tardivelle de Donnacona pour que je puisse aller à l'école, mais même qui est après, on était une grosse famille, là. Ma mère a mis 14 enfants au monde, puis OK. Mes grands-parents maternels ont toujours vécu avec nous autres aussi. OK. Mais là, il n'y avait pas les moyens. On n'a jamais rien manqué, mais il faisait un effort là, pour payer un professeur au moins 2 jours semaine. Ça aurait contenté ma mère, mais ça n'a jamais marché. OK. Ça fait c'est de là. J'avais déjà un frère qui est plus vieux que moi, qui était aveugle complètement, mais lui, c'était pas de la rétinite pigmentaire, là. C'est par un accident, là. OK, mais par rapport à... Il y avait personne d'autre dans ta famille immédiate qui avait la rétinite? Non. OK. Non. Puis lui, ma grand-mère, pour elle, je vous dirais que les 6 ans que j'ai été à l'école, d'un pensionnat, le matin que je devais partir de la maison, elle n'a jamais descendu de sa chambre pour me dire bonjour. Pour elle, c'était cruel qu'on m'envoie à Montréal. OK. C'était très difficile, mais la séparation. J'ai toujours remercié ma mère de m'avoir donné cette chance de m'instruire, par exemple. C'est ça, de quand même de l'avoir fait, là. Même si ça devait être aussi difficile pour elle. Ça fait que, suite à ça, ma grand-mère, pour elle, tu vas rester à la maison avec nous autres, tu vas rester avec Daniel. Daniel, c'est mon frère, là. OK. Puis je m'en occupais beaucoup, vu qu'il était aveugle complètement. Mais moi, dans ma tête, moi, je resterai pas me barcer, c'est pas vrai. Ça, tu savais déjà ça à ce moment-là? Oui. OK. Ça fait que c'est de là que je me suis... Mon frère, qui est 1 an plus jeune que moi, on suit toutes là, dans la famille. Là. Je vous dis, pour plusieurs, là, on n'a même pas 12, tout à fait 12 mois entre nous autres. Hey. Lui, il avait commencé à jouer avec le gars d'un cultivateur que je connaissais pas. Puis il m'emmenait avec lui, mais au lieu de jouer avec eux autres, je me suis mis à suivre le cultivateur. OK. Je m'intéressais à tout ce qu'il faisait. Puis quand il m'a parlé que l'hiver, il bûchait,
je me suis accroché à lui, puis c'est de là que j'ai commencé à travailler sur une ferme agricole, une assez grosse ferme laitière. C'était quoi? C'était comme une fascination pour ces tâches-là, pour ce métier-là? C'était comme un intérêt? C'était une fascination. Vous allez dire que je me promène, là, mais en 81, 82, en 81 ou 82, on avait eu un colloque à Louis Braille. Puis je voulais montrer, quand je me suis marié en 82, je voulais montrer à ma future épouse qu'est-ce que c'était que l'Institut Louis Braille. OK. Puis j'avais rencontré celle qui m'a fait ma dernière année d'école, qui s'appelait, dans le temps, c'était mademoiselle Hélène Toupin. Elle m'avait demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie, René? J'ai dit, qu'est-ce que je vous disais que je ferais dans la vie? J'allais à l'école dans le temps, là. J'avais 11 ou 12 ans. Ben, elle dit, tu disais toujours que tu allais faire un bûcheron. Ben, j'ai dit, c'est ce que je fais. Ben, elle m'avait fait comme réponse, c'est une tête de cochon. J'ai connu Hélène Toupin, oui, c'est un petit peu son genre de... Oui, mais c'est pour m'agacer, mais c'est pour oui, vous bien dire sûr. que, Ben oui. c'est pour vous dire que j'avais ça dans la tête, que j'étais très jeune. OK. À cause de toute ma jeunesse, c'est ça, j'ai couru dans les champs, puis couru dans le bois, c'était ma vie. Et je vous dirais... non, excusez. Ce monsieur-là, lui, qu'est-ce qu'il disait de tout ça? Il te laissait faire? Lui, je le suivais. Puis comme mettons qu'il partait en tracteur, il m'embarquait sur l'aile du tracteur, puis il me traînait avec lui. OK. Puis je vais vous dire que toute ma jeunesse, allait jusqu'à ce temps-là, j'avais une peur noire de tout. Là. J'avais une peur noire des animaux, j'avais peur de la balayeuse. OK, mais là, peur des animaux sur la ferme, là, c'est quand même un défi, là. C'était tout un défi. Un jour, il dit, veux-tu, il m'a donné 3 piastres par jour si tu viens tous les jours m'aider, puis m'a t'apprendre à tirer les vaches. Dans ce temps-là, il tirait les vaches à treilleuse, mais il y en a une qui acceptait pas les treilleuses, elle donnait pas son lait. Ça fait qu'il m'a montré quoi faire, il dit, veux-tu, il dit, ça va être ta vache, puis tu vas la tirer. Ben, je me suis mis à tirer cette vache-là, puis je suis venu amoureux des animaux, là. Et puis $3 par jour, dans ce temps-là, c'était quand même une belle somme. Ben, pour moi, en tout cas, ça me contentait, là. Ah oui? Mais c'est là que j'ai commencé. Je suis venu avec les années, je suis venu son homme de confiance. Même que moi vous dire qu'il y a au moins 2 vaches le dimanche. On travaillait jamais le dimanche, sauf faire le train. Oui, on n'a pas le choix, hein? C'est tous les jours. Si il n'était pas là, c'est moi qui faisais le train. Mais s'il était là, le dimanche, je travaillais pas. OK. Mais il y a 2 vaches qui mettaient toujours les enfarges. Ça, c'est de quoi qu'on bloquait les pattes pour pas se faire ruer. Puis moi, j'ai jamais eu besoin de mettre ça. Lui, il disait que j'avais un don avec les animaux. Que les animaux s'énervaient pas, donc tu n'avais pas besoin de mettre ça, puis ça se passait bien, là. Oui, puis je marchais toujours en avant d'eux autres. Ils me suivaient quasiment la tête dans le dos. Le monde, les voisins disaient, il va finir par se faire piler sur le dos. Même encore aujourd'hui, je m'occupe encore il laisse des animaux de boucherie. Puis le propriétaire de la ferme ici à côté, notre voisin, il vient jamais à bout de faire avec les animaux qu'est-ce que moi je peux faire. C'est pas pour me vanter, mais c'est naturel dans moi. C'est un don que j'ai. Ben c'est quand même incroyable. Puis c'est comme la peur des animaux, j'imagine qu'elle est disparue à ce moment-là. Ah, elle est disparue. Je suis venu confiant avec les animaux. J'ai travaillé avec les chevaux, puis j'adore les chevaux encore. Même, j'ai de la misère à tuer une mouche. S'il y a moyen d'en mettre dehors, on va en mettre dehors à place. Ben oui, aller la faire jouer ailleurs, mais pas la tuer. Oui. Hey, mais c'est incroyable quand même, hein? Ça fait que ça a été un peu comme le début de la découverte de
de l'amour des animaux sans plus faire disparaître la peur, dans le fond, puis remplacer ça par toute cette facilité que tu avais avec eux? Ben pour moi, m'a dit, comme je dis aujourd'hui, ce cultivateur-là m'a pas pris pour un handicapé. Il comptait à mon épouse, ça, il me l'avait jamais dit, mais un moment donné, il comptait ça à mon épouse. Il dit, il y avait tel ouvrage à faire. J'y demandais, il y a ça à faire. Il partait puis il faisait. Il dit, des fois, je voyais qu'il y avait de la misère. Je partais pour aller aider. Il dit, je me pognais la tête à deux mains. Je virais de bord. Faut qu'il vienne me le demander. Ben, il dit, il est jamais venu me le demander. Il a toujours pris les moyens. Puis, mais aujourd'hui, moi, je dis que c'était mon école de la vie. Autant que moi, j'ai appris, autant que lui, il a appris en travaillant avec un handicapé visuel, à cause il fallait que toujours les outils, on déclare une machine du tracteur, il fallait que tout retourne à sa place. Il dit, j'ai pas travaillé à passer mon temps à chercher. Tout est toujours en ordre. C'est ça, c'est une chose que René m'a appris. Ben oui. Ben, puis c'est quand même pratique, là, quand t'as pas à chercher après chercher les instruments, tout ça. Tout est à sa place, tout est bien rangé. En même temps, lui est un menuisier, ça fait que j'ai appris la menuiserie. J'ai beaucoup travaillé sur la menuiserie l'automne avec lui. OK. Ah oui, même on s'est fait construire, là, puis je n'ai fait beaucoup de mes mains de moi-même, là. Ça, c'est arrivé avec ce monsieur-là aussi, la découverte de la menuiserie? Oui, je me rappelle une fois, entre autres, dans la ville de Donnacona, on avait été faire... l'automne, lui, il s'en allait toujours sa construction. Puis pour être sûr que je parte pas pour m'en aller sur un autre cultivateur ou quoi que ce soit, pour qu'il avec certains choix-là, faire le train, il me donnait du bois à bûcher. Dans ce temps-là, je bûchais au ciotte, là, puis à la hache, là. Mais je faisais, aller jusqu'au fait que je faisais mes 50 cordes à toutes les automnes. Aïe, OK. Puis je me rappelle, une journée, il m'avait demandé, à cause les trosses arrivaient, il relevait une maison, il faisait un deuxième étage sur une maison. Puis il manquait un homme. Il m'avait demandé si ça me dérangerait d'y aller. Ben non, moi je me rends là. Puis, comme de raison, j'étais sur le devant de la maison, lui il était en arrière, puis avec quelqu'un au centre. Puis j'étais à ses échafauds, puis je plaçais le bout de mon trosse. Puis à un moment donné, lui il a descendu pour remplir son sac à clous. Il s'est fait engueuler comme du poisson pourri. Tu sais pas que c'est un handicapé visuel qui est en haut, puis c'est un coup l'homme a eu fini de l'engueuler. Il dit, avez-vous ses yeux? Il dit non. Ben dis-moi non plus. S'il est là, c'est à cause qu'il sait qu'il est capable d'être là. Et ça l'a clos la discussion? Ça s'est arrêté là? Ça avait clos la discussion, oui. Quand même, hein? Oui. Le pouvoir des mots, des fois, hein, quand... Oui. mais toi, jamais t'as eu peur? Jamais t'as... Parce que... Non. Non? Non, même encore aujourd'hui, je monte dans les échafauds, je monte ici sur notre maison, là, à tous les automnes, puis ramener la cheminée, puis vider les dalles, laver les dalles. Non, j'ai jamais eu peur. Jamais eu peur, puis jamais arrivé d'incidents trop fâcheux? Non. Même, on vous dire que les premières années que je travaillais là, j'allais dans le chemin avec les tracteurs, là, aller jusqu'au jour où j'ai décidé qu'on allait faire les foins au deuxième rang des écureuils. Il fallait passer, faire le tour par Donnacona. Puis quand on revenait, je m'en revenais du côté sud du chemin, mais la ferme est du côté nord. Mais quand j'ai 2 voyages de foin dans l'arrière du tracteur, je ne pouvais pas voir s'il y avait des autos. Il dit, avant d'arriver, commence à te passer tranquillement dans le chemin. Puis il dit, quand viendra le temps d'enfiler ou l'étape, s'il ne vient pas d'auto en avant, rentre à la ferme. OK. Mais la journée, j'ai réalisé que ça pouvait occasionner des accidents. J'ai dit, je voudrais plus aller dans le chemin avec les tracteurs. Tu veux plus? Tu n'y vas plus, c'est pas plus grave que ça. Moi, j'avais peur de faire perdre tout ce qu'il y avait. S'il arrive un accident, puis...
Mais c'est comme toi qui t'es senti plus à l'aise de le faire puis qui a dit je veux plus le faire. Oui. J'ai toujours pensé, même si ça va remonter plus loin que ça, là, si on remonte dans le temps, quand j'ai commencé l'école à Nazareth, le premier mois, il était plus dur. À cause j'étais un mois de temps accroché après une religieuse. Je me rappelle encore de son nom tout. Elle m'a pris pour son enfant. Assez bien que quand j'ai parti de là après la 4e année, je me rappelle comme si c'était hier, c'est elle qui pleurait. Puis je l'attends dire à mes parents encore, je perds mon garçon, je perds mon enfant. Puis même là, je me rappelle... ça, c'est à cause ça m'est venu aux oreilles par Véronique Vézina, que vous connaissez, là. Bien sûr. Maintenant, il y a quelqu'un de Montréal qui était venu, puis on était au Parlement, puis il a attendu mon nom. Puis il avait dit à Véronique que je voudrais le voir. Il dit, lui, il a passé son temps à aider tout le monde, à aider. C'était dans moi d'aider mon prochain. À Nazareth, comme à Louis Braille, quand je rentrais à Louis Braille, les nouveaux qui rentraient, on me gardait dans le dortoir des petits pour aider les nouveaux qui rentraient. Pour les aider à s'acclimater puis à se... Oui, à s'acclimater. Même à Nazareth, comment j'ai montré au monde à faire le lit, attacher les souliers, puis ceux qui ne voyaient pas du tout, les aider comme le temps d'aller soit au réfectoire, au dortoir. Puis ça, j'ai toujours eu ça dans même encore aujourd'hui. Ben ça a dû être... J'ai toujours eu ça, puis c'est pas pour me lancer des fleurs ou rien, mais c'est dans moi, puis c'est encore pareil. Aujourd'hui, je m'occupe beaucoup des personnes âgées, des personnes aînées, puis on sait que quand les gens arrivaient à Nazareth, tout ça, c'était un dépaysement total, là. Ça fait que d'avoir quelqu'un pour les aider, puis les soutenir un peu, puis tu sais, justement, se rendre aux bons endroits, parce que il y avait quand même des horaires assez chargés, hein, à des heures assez précises aussi, là. Ça fait que c'était important d'être à l'heure. Oui. Puis, tout le temps que j'étais sur la ferme, j'étais 15 ans pour le même producteur laitier, là. OK. Après ça, j'ai... mon âge avançait, puis j'avais commencé à sortir avec une fille, puis je voulais voir d'autres choses. Par moi-même, j'avais réussi avec avec le centre de main-d'œuvre de Donnacona, là, il y avait un programme pour handicapés. OK, pour l'emploi, là. OK, le centre. Oui, pour l'emploi. OK. Là, eux autres, ils voulaient absolument que j'aille comme pour faire du ménage au centre d'achat de Donnacona, le centre d'Auneuil dans le temps. Puis, mais moi, je me voyais pas renfermé dans un centre d'achat à faire du ménage. Après avoir été habitué d'être dehors, puis tout ça, là. Ouais. Mm-hmm. Mais j'avais fait les démarches moi-même, puis j'avais rentré c'était un programme pour handicapés pour 6 mois au centre ça s'appelait le domaine du souvenir dans le temps. C'est un centre comme un CHSLD aujourd'hui, si on veut, là, à Donnacona. Là, j'étais avec les personnes âgées. J'ai trouvé ça dur d'être enfermé, mais j'aimais tellement les personnes âgées que là, c'était à 3000 de la maison chez mes parents. Je faisais ça à pied matin et soir, là. À pied? Ah oui, OK. Oui, mais le temps que je faisais mon 3000 à pied, j'étais dans la nature, j'étais bien. OK. On aurait dit que je puisais toutes mes forces, au moins pour être capable de passer la journée à l'intérieur. C'était comme une compensation un peu, là, de dire, bon, ben je marche dehors, là, tout ce temps-là, aller-retour, mais bon, après ça, je vais être enfermé, mais avec des gens. Oui. OK. Puis là, il aurait donc bien aimé pouvoir, si le programme aurait pu continuer, il aurait donc bien aimé ça à cause j'ai été aimé, j'aimais j'ai toujours aimé les personnes âgées, j'ai toujours travaillé avec eux autres, ça fait que, mais il y avait le côté entraide, là, j'imagine, qui ressortait beaucoup, là. Ça fait que d'être aidant pour ces gens-là, autant, j'imagine, pour
les aider dans certaines tâches que pour les désennuyer, puis leur parler. Oui, oui, c'est ça. J'étais à les écoute, puis les organiser des activités. Je m'occupais, il y avait une grande salle de loisirs, je m'occupais de la salle de loisirs, puis il y avait un genre de petit casse-croûte, tout le monde venait ses heures de break, c'est moi qui tenais ça, là. OK. Mais à part de ça, c'est que si les personnes avaient besoin de commission, s'il y avait besoin de jaser, je m'assisais puis je jasais avec eux autres. Je prenais beaucoup le temps de les écouter. J'ai toujours aimé écouter les personnes âgées, voir pour moi, ils ont tellement de vécu que je me suis toujours instruit de ça. Ben, c'est ça, hein. Souvent, les personnes plus jeunes n'ont pas peut-être conscience que ces personnes-là, ce sont des mines d'or pour raconter des choses, pour nous instruire sur des choses du passé, sur des événements qui sont arrivés il y a plusieurs années. Hein. Des fois, on réalise pas ça nécessairement quand on est jeune, mais il y en a que oui. Puis, après ça, quand c'était j'étais peut-être 6 mois, mais on m'a prolongé d'1 mois. J'ai fait mes 7 mois. Après ça, je suis retourné sur le cultivateur, aller jusqu'au jour où je me suis marié. OK. Même avant de me marier, j'avais suivi un programme ici à Québec, un programme de PRT, ils appelaient ça préparation retour au travail. OK. Avec le centre d'emploi, puis le centre d'emploi m'avait inscrit là, mais la madame qui avait mon dossier, elle me disait, même j'avais fait la demande pour continuer mes études, et elle dit, tu vas t'ennuyer plus que d'autres choses. Elle dit, tant que tu as tes yeux, fais donc ce que tu aimes. Ça fait de là, je me suis marié, puis un coup marié, mes beaux-parents avaient une ferme. C'était pas une grosse ferme, c'était pas une ferme laitière, mais c'était une ferme de culture. Il y avait des chalets, mais puis ils faisaient un peu de jardin, comme des patates, tout ça. Mais moi, dans ma tête, il dit à mon épouse, j'ai envie de cultiver puis qu'on vive avec ça. Mais juste c'est parti de la culture maraîchère. Oui, mais je suis curieux, comment que tu l'avais rencontré, ton épouse? Ah bon, bonne question. C'est que ma mère, j'avais reçu une invitation pour une veillée du carnaval pour les handicapés visuels à Québec. OK. Là, ma grand-mère, qui vivait avec nous autres, elle est décédée à la maison. Ça fait que mon grand-père, ma mère, c'est une fille de Limoilou. Mon grand-père s'est remarié, il est revenu dans Limoilou, à Québec. Ça fait ma mère, elle dit, on va te descendre, on va s'en aller chez ton grand-père, puis même que ça soit fini, tu nous appelles. Puis elle dit, si t'aimes pas ça, je te rachalerai plus jamais. OK, c'était comme un incitatif pour y aller au moins une fois. Là. Pour y aller une fois. C'est là que je connaissais un petit peu de monde, de ceux qui sont venus à l'école avec moi, mais ça faisait des années qu'on s'était pas vus, là. Mm-hmm. C'était comme des espèces de retrouvailles, là, un peu, là. Oui. OK. Puis à un moment donné, je voyais une fille avec une grande robe bleue. Puis je demandais à mes amis, à ceux que je connaissais, de mes connaissances, j'ai dit, c'est qui, elle? Personne ne s'en occupe. Là, on me disait tout, essaye pas de l'approcher, ses parents sont toujours au Royal, puis tu seras pas capable de l'approcher, puis en tout cas, mais il suffisait de me dire ça pour que j'y aille. J'ai toujours été un gars de défi. Mais j'aime ça. Pas capable, pas capable, ça fait pas partie de mon dictionnaire. Mm-hmm. J'ai attendu que ses parents soient à sa piste de danse, puis je suis allé la voir, mais là, beau nono comme je suis, j'ai jamais dansé de ma vie, puis ça, mais là, je suis rendu devant elle, faut bien que je lui demande de quoi? J'ai demandé pour venir danser. OK. Mais je dansais comme un robot. C'est le même que ça a commencé. Ben, ça a été correct, ça a été suffisant. Ça fait 39 ans, ça va faire 40 ans au mois de mai qu'on est mariés. Hey, c'est bon, hein, c'est très, très bon. Bon, ben, pour revenir, c'est que
c'est ça. En se mariant, j'ai entrepris la culture maraîchère, c'est la terre de mes beaux-parents. Même on avait parti, il y avait une vieille étable, j'ai tout rénové un bout pour faire un poulailler. On avait 100 poules pondeuses, puis on faisait des poulets de chair, on faisait de la culture maraîchère, aller jusqu'au jour où des histoires de famille, ça nous a appelés à déménager. OK. On a parti, puis on s'en est retourné aux écureuils à cause de mon père. Ben, mon frère qui était aveugle, il était seul avec mon père. Admettons, je me suis marié en 82, mais j'ai perdu ma mère en 79. OK. C'était on retourne aux écureuils pour aider mon père qui avait besoin, il avait fait trois infarctus, puis... OK, la santé, ça allait pas trop, oui. Là. OK. Ça fait qu'on est venu aidant naturel pour mon frère. On l'a... Avec mon épouse, ben c'était... moi, j'osais pas y demander, à cause je voulais pas y imposer ça, mais là, il était question de le placer. Puis moi, dans ma tête, je n'étais pas capable de faire des démarches pour le placer. Il y en a d'autres dans la famille qui étaient prêts à en faire. Mais là, mon épouse a dit, ça me ferait un travail, je serais prêt à ce qu'on le prenne. Ça fait qu'on l'a pris avec nous autres, on l'a gardé 28 ans de temps. OK. Lui, il est décédé, ça fait 2 ans, le 28 octobre dernier. OK, d'accord. Ça fait qu'on l'a toujours gardé avec nous. Ça qu'il n'y a pas été jamais question de le placer, là. Non. OK. Puis, mais au travers ça, admettons, il y a 10 ans, on était en 2010, de 2005 à 2010, on était proches aidants pour ses parents aussi. Oh, OK. À cause sa mère faisait du Alzheimer, puis son père, c'est sûr qu'il n'était pas jeune, c'était de la démence de vieillesse. Mon épouse, on avait notre maison à ce moment-là. Là. On reste dans le rang Saint-Ange à Sainte-Foy. Puis eux autres étaient sur le boulevard Amel. À cause, on s'est construit sur la terre de mes beaux-parents. Puis mon épouse faisait à manger ici à la maison. Puis tous les midis, tous les soirs, on le traversait le repas chaud. OK. Mais là, mon épouse ne pouvait pas y aller tout seul. Elle la voit passer, puis il y avait 2 chemins à traverser. On avait le rang Saint-Ange, puis le boulevard Amel à traverser. Puis quand j'y pense aujourd'hui, là, j'y disais ça, j'ai dit, on ne ferait plus jamais ça. Des journées de tempête, là, à cause on traversait le rang Saint-Ange, mais après ça, on avait un champ à faire à pied, là, dans la neige jusqu'en haut des genoux. Oh, mon Dieu, OK. Mais le pire, c'est que on traversait les rues, puis je voyais rien. Les journées de tempête, là, je me fiais rien qu'à mes oreilles. Aïe. Parce que c'est ça, c'était beau temps, mauvais temps, là. C'est beau temps, mauvais temps. Hey, ça a été Mais quand même tout hein? pendant toutes ces années, c'est sûr qu'il y a eu quelques tempêtes, hein? Mais c'est... on a passé au travers, puis aujourd'hui, je ne le regrette pas. Ça fait, quand je vous disais, là, c'est mêlé un peu, là, qu'on a lâché la culture maraîchère, tout ça, on est reparti, on est allé aux écureuils. Puis quand mon père est décédé, c'est là qu'on s'est... On a acheté une maison à Pont-Rouge. J'ai travaillé à Pont-Rouge pour la municipalité de Pont-Rouge pendant 2 ans. Au travers ça, j'allais aider un cultivateur pareil l'été. Mais après ça, c'est là que mes beaux-parents ont vraiment eu besoin. Ça fait qu'ils nous ont demandé si la sœur à mon épouse a demandé s'il nous donnait un terrain, si on serait prêt à s'en revenir. OK. Moi, mon épouse n'était pas prêt à s'en revenir, mais là, pour aider ses parents, on n'avait comme pas le choix. Mais moi, j'étais prêt à cause je savais que avant de partir d'ici, les années qu'on a fait de la culture, puis on faisait grande culture. Là. Je faisais beaucoup de blé d'Inde, puis toute la petite culture maraîchère. Le voisin pour qui je travaille, mais aujourd'hui, lui m'avait dit, si jamais vous revenez, il dit, tu auras toujours ta place ici. Oh, wow.
Ça fait que quand on a vendu la maison Pont-Rouge, on s'est construit ici, puis depuis ce temps-là que j'ai toujours eux autres, c'est un gros producteur de fraises puis de bleuets. Mais il y avait il y avait des animaux de boucherie. Puis lui, si je revenais pas, il se débarrassait de tout le troupeau à cause il voulait plus rien savoir. Ça fait que c'est depuis ce temps-là que j'étais en charge du troupeau d'animaux de boucherie, puis tout ce qui regarde les animaux, les clôtures, les foins, là, c'est tout moi qui m'occupais de ça. Mais c'est beaucoup quand même beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Oui. Mais moi vous dire, une chose qui m'a manqué beaucoup, puis je vous allez me dire comme j'ai un ben du monde, me vous dire là, que je suis pas venu au monde dans le bon temps, moi. Celui pour qui j'ai travaillé 15 ans, il y avait une érablière. Puis moi, j'adorais travailler avec les chevaux. Puis le matin, on faisait la tournée, on commençait à faire la tournée ensemble, mais l'après-midi, il faisait bouillir. J'étais tout seul faire la tournée. Puis pour ramasser l'eau, quand je peux faire la tournée, c'est ramasser l'eau d'érable. Uh-huh. Puis à un moment donné, il a vendu son cheval, il s'est acheté un tracteur, un 4 roues motrices. Et là, il avait acheté ça en automne. Il m'avait dit, fini les tracteurs à poêle, tu vas voir, ça va bien aller. J'ai jamais eu autant de misère que ça. Je me suis-tu ennuyé des chevaux? Ça beau être un 4 roues motrices, mais ça passe pas dans 3 pieds de neige. Là, il faut souffler les chemins. Mais quand je suis tout seul pour ramasser l'eau, quand ça coule, c'est le temps de mettre des raquettes. Même si je l'appelle, le tracteur ne avance pas tout seul. Non. Ôte les raquettes, descend dans le canal, avance sur le tracteur, remet les raquettes, tourne un côté du chemin, descend dans le canal, remonte l'autre bord, va tourner l'autre bord. Oh. Ça, pensant te faciliter la vie, là, ça a été moins agréable, là, moins intéressant. Oui, ça, on a fait ça pendant 3 ans. Après ça, on s'est tout installé à Tublure. Ça, c'était de quoi que j'ai aimé. On a passé l'hiver à partir du mois de janvier, là, on passait l'hiver dans la sucrerie à tout installer à Tublure. Ça, j'ai adoré ça. Mais par contre, pour moi, c'était plus le temps des sucres, comme la cabane à sucre, comme autrefois. Conventionnel. Ah non, c'était plus pareil. Autrefois, on faisait, quand on arrêtait pour dîner, tout le tour de la cabane, l'eau était ramassée. J'attendais les gouttes d'eau tomber dans la chaudière. C'était... Puis là, c'était à 1 000. La sucrerie était à 1 000 de l'étable. Ça fait qu'on n'avait pas l'électricité. C'était des moteurs en gaz pour faire marcher le système d'évacuation. Puis les pompes pour refouler l'eau à la cabane. En tout cas, pour moi, on avait tout perdu vraiment le vrai sens de la cabane à sucre. C'était plus pareil, là. C'était plus l'ambiance non. Des cabanes à sucre que tu avais connues, là. Oui. Puis les 15 ans que j'étais là, comme je vous ai dit, l'automne, lui, travaillait sa construction jusqu'en janvier, jusqu'aux fêtes. Mais après les fêtes, il a toujours bûché à cause il y avait, en plus de sa sucrerie, c'est le 3e, en tout cas à Neuville, il y avait une grande terre à bois où on bûchait, qui bûchait, puis moi je sortais le bois avec le cheval. Là. Ça, c'était une expérience que j'ai adorée. Les hivers qu'on a passés là, c'était mes plus belles hivers de ma jeunesse. Là. Donc, les hivers, là, être à l'extérieur avec les animaux, les chevaux, puis tout ça, ça a été là, des beaux moments, ça. Ça a été... C'était ma vie. Puis encore aujourd'hui, regardez, j'ai passé ma journée là, dans le bois encore aujourd'hui, là, à fendre du bois puis corder du bois. C'est ça. Encore aujourd'hui, ça se poursuit. Là. Ça fait que c'est encore ça. Là, on est en 2021. 21. Fin 21, ouais. Ouais, ça va faire 3 ans, là, en février, que j'ai été opéré pour le cœur. Je me suis fait changer une valve au cœur. Admettons que je prends ça plus...
pour moi, c'est comme une demi-retraite. Là. Je suis à ma retraite, mais je fais encore mes 100 cordes de bois par année. Au moins mes 100 cordes de bois de chauffage par année encore. Quand même, là. Ben oui. Hey, oui. Franchement, ben oui. Puis aller jusqu'à l'année où je me suis fait opérer pour le cœur, j'ai toujours fendu mon bois à la hache. Ah oui? J'ai tout fendu, oui. J'achetais à quoi ici, j'ai pas de terre à bois pis ça, là. Mais j'achète le bois à la vanne. J'achète des vannes de bois qui arrivent soit en longueur ou bien en 8 pieds, là. Puis je le débite tout. J'ai toujours fendu mon bois à la hache. Et là, les petits problèmes cardiaques, c'est le médecin qui dit de ralentir ou si c'est toi qui l'as ressenti? Il n'y a pas besoin de le dire. Quand même, qui vous diront, là, la journée que vous allez vous faire changer une valve, oui, on n'a pas le choix. Quand même, qui vous diront que vous allez revenir comme avant, là, c'est pas vrai. Je suis très bien, j'ai plus le souffle que j'avais avant. OK. Mais je suis très, très bien, là. C'est ça, mais tu as adapté un peu tes activités selon ton... Oui. Mm-hmm. Je suis plus capable de courir comme je courais avant. Là. Ah oui? Oui. C'est quand même, hein? Ben, oui. C'est bon, ça, pour la santé, courir. Et est-ce que, avec le temps, est-ce qu'il y a quand même des activités que tu as aimé ou que tu aimes faire à l'intérieur? Est-ce que tu fais, je sais pas, est-ce que de l'informatique, de la lecture, est-ce que c'est quelque chose que tu... Je suis pas un gars je suis pas techno. Je suis pas technologie. J'aime beaucoup la lecture. OK. Oui, même au Centre Weber, ils n'ont jamais compris comment ça se fait que je pouvais aimer la lecture quand j'épelle mes mots. Donc, je vois pas plus que 2 lettres à fois. Mais depuis que mon épouse avait un Victor, là, j'adore écouter la lecture. La lecture audio, les livres audio. Oui. OK, oui. Ben oui, c'est le fun, ça. Ah, je trouve donc bien que quand on peint des bonnes lectrices ou des bons lecteurs, là, j'adore ça. Ah oui, puis il y en a des bons quand même, hein? Oui. Je me suis toujours intéressé, même la télévision, tout ce qui regarde, premièrement, tout ce qui regarde l'ancien temps, ça, je m'intéresse à tout. Autant la musique mais ce qui se passe dans les autres pays, vous allez me parler de voyage, là. Moi, voyager, quand on s'est mariés, on est allé à Cuba. On est allé 1 semaine à Cuba, mais il n'y a plus 1 semaine de temps. Oh mon Dieu! Je n'ai pas pogné la piqûre ce voyage. Puis moi, les voyages que j'aimerais faire, ça serait d'aller vivre, admettons, comme aller en Europe, mais aller vivre avec les habitants de là. Moi, c'est pas de m'en aller dans les hôtels, pas faire le touriste, là. Vraiment s'imprégner de la vie des gens de là-bas, là. Oui, c'est ça que j'aime, moi. OK. Et est-ce que c'est dans le projet de le faire à un moment donné, ou... Oui. Oui? Oui, à cause de mon père a fait le débarquement de Normandie, puis ça a toujours été mon rêve d'aller voir les plages de Normandie. Apparemment qu'on ressent quelque chose. J'en doute pas, sûrement, oui. À part de ça, les seuls voyages que je faisais, vous me disiez que vous veniez de la Sarre. Ben oui. À tous les ans, mes parents me demandaient, mon père avait une sœur à la Sarre, puis un moment donné, elle est tombée veuve, puis une fois par année, elle voulait bien venir nous voir, puis ça. Mais elle n'osait pas venir tout seul, prendre le train tout seul. Okay. Tous les ans, je prenais le train, puis j'allais à la Sarre, je couchais là un soir, puis le lendemain, on rembarquait pour venir. C'est quand même assez long aller en train. Hein? Là, c'est long. Là, on peut plus y aller. On peut plus se rendre à la Sarre pour les passagers. Là. Non. Mais c'est long. C'est quand même très long. Ah, c'était long. Toi, tu allais, autrement dit, la chercher. Tu faisais le voyage seul, puis tu revenais avec elle. Puis... Oui.
Oui. Hey, ça, c'est quand même... faut le vouloir, là. C'est de l'entraide, ça, là, parce que hey, il faut quand même Mais se taper. c'est ça, je vous dis, les 15 ans que j'ai travaillé pour le cultivateur, là, j'en viens tout voir mon cultivateur, je travaillais beaucoup avec son père. Je l'appelais mon grand-père Pagé. Le monsieur est âgé, il est décédé à 98 ans, puis à 98 ans, il me disait encore, la journée que quelqu'un dit qu'il n'y a plus rien à apprendre, c'est à cause qu'il est plus intéressé à la vie. J'ai 80, c'est 96, 96, pas 98, mais 96, puis il dit qu'il n'apprenait encore. Mais j'ai appris beaucoup de ce monsieur-là. J'ai travaillé beaucoup avec lui, puis... C'est drôle que tu dises ça parce qu'aujourd'hui même, j'avais une discussion avec ma patronne puis une dame qui vient faire de la lecture justement où je travaille, puis on se disait ça, hein. On n'a pas assez d'une vie pour apprendre tout ce qu'on pourrait apprendre. Hein. Il y a tellement de choses à apprendre, là. Puis la lectrice, elle me disait ça, qu'elle avait parlé avec un comédien là assez âgé, puis le monsieur, il disait, j'ai l'impression de pas savoir beaucoup de choses, mais c'est sûr qu'il en savait beaucoup, puis il y avait encore cette soif-là d'apprendre, puis de toujours demeurer actif intellectuellement. Oui. C'est quand même... c'est incroyable. Puis, à part ça, dans nos activités d'aujourd'hui, on aime beaucoup aller voir des spectacles. Ça, on aime beaucoup ça. Oui. Mais malheureusement, à cause du COVID, à cause de l'été, on court beaucoup les spectacles en plein air. Ici, ça, on adore ça. La COVID, ça vous a un peu ralenti au niveau, justement, des sorties culturelles? Oui. Mais vous... Oui, puis... Non, c'est bon. Au travers de ça, j'étais sur le comité de la Fontaine de Jouvence. Ça, c'est un club de la FADOC. J'en ai embarqué là-dessus. C'était juste pour aider. Là. Puis à la fin du compte, là, j'ai laissé ma place. Mais comme celle qui m'a remplacé, elle m'a demandé, je suis prêt à te remplacer à condition qu'on garde tes bras puis que tu continues à t'occuper de la comptabilité de la pétanque à tout puis t'occuper de la pétanque à tout. J'ai dit ça ne me dérange pas du tout. Toutes les... Normal, c'est deux après-midi semaine, on va... je monte les salles, puis quand il y a des bingos, je vais monter les salles pour qu'ils puissent avoir des activités. Là. Et ça en prend des gens pour ça, hein, pour monter les salles, pour s'occuper d'activités bien précises. Puis ça donne un sacré coup de main, là, justement, parce que ça s'installe pas tout seul, ces salles-là. Là. Installation, démontage. Même, je vais vous dire, des fois, t'as dit qu'il ferait beau, je resterais bien ici, mais je me dis, ils ont tellement de besoins, c'est tellement beau de les voir s'amuser, là, à pétanque à tout. Ça, je fais la comptabilité, puis mon épouse, elle est meilleure que moi, puis elle transfère tout ça sur l'ordinateur. Ça fait, à tous les mois, on lui met le feuille avec la moyenne qui sont rendus, puis sont bien fiers de tout ça. Ah, ben, c'est merveilleux. Ça fait comme un suivi des parties, puis des meilleurs pointeurs, puis tout ça. Oui, c'est ça, oui. Hey, puis tantôt, on a entendu un chien. C'était votre chien? Oui. Donc... Oui, c'est le chien de mon épouse. Ben, c'est quand même le fun. Oui. Ah oui. Pour elle, c'est une présence, son chien. Ben oui, c'est vrai. Oui. En tout cas, ça a été très intéressant. On a appris plein de choses. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter, mais en tout cas, on a su que l'amour de travailler dehors, l'amour des animaux, puis l'entraide. Hein? C'est les 3 points que je retiens particulièrement de notre entretien. Oui, c'est ça. Je me dis comme ce gars, je suis une personne très, très simple. Je suis pas la personne pour me mettre en avant, moi plus me tenir en arrière, mais
toujours prêt à aider tout le monde. Ben, on a besoin. Même si les handicapés visuels, Ben oui. je sais pas si Pierre Saint-Onge vous l'a dit, mais on était, c'est 15 ou 16 ans, Armande. Armande, ça, c'est mon épouse. OK. À donner une épluchette de blé d'Inde pour les handicapés visuels à tous les mois d'août. Ah oui? Les étés. OK. Oui, on faisait ça. Ça, c'est toute une organisation. Là. On organisait ça seulement tous les deux. Là. Les 400 premières années, là, il venait ici, puis là, c'est mon voisin qui fournissait le transporteur, on les montait à cause en haut de la terre, ici, il y a un petit boisé, là, on les montait là, on était loin de tout, le monde pouvait s'amuser, puis chanter, puis crier, il n'y a pas personne et ça dérangeait pas personne. C'est ça. Et on faisait les pichettes de blé d'Inde là, on faisait le parterre de deuil. Puis même les 2 ou 3 premières années, il y en a qui traînaient le tente, puis ils couchaient ici. Ah ils couchaient oui? là, au bord du bois. Le lendemain, je prenais le tracteur et le trailer, j'allais les chercher. J'aidais mon épouse à commencer à organiser le brunch. Puis quand elle le finissait, moi, j'allais chercher le monde qui était là. On se ramassait une douzaine dans la maison, 12 à 15, pour bruncher. Puis après ça, ceux qui avaient un peu de vue, même il y en a qui ne voyaient pas du tout, puis ils venaient pareil, là. Là, on allait tout démonter les tentes, puis on montait une grosse marquise. Les scouts nous passaient la grosse marquise. On allait tout démonter ça. On n'avait pas une partie de la journée du dimanche encore à faire ça. Ça faisait toute une occupation. C'était toute une activité pour eux autres. C'était une fête, là. Mais comment ça avait commencé? Vous aviez fait ça pourquoi en premier? C'était un événement comme ça? C'était une association qui avait parti, ils appellent ça la RHV, l'Association récréative des personnes handicapées visuelles. Ah, récréative, j'aime ça, oui? Oui. Puis on s'est inscrit, on avait pris nos cartes de membre, on avait embarqué là-dedans, puis celui qui était président dans le temps, il dit, ça serait le fun. Il dit, ouais, une épluchette de blé d'Inde, mais il dit, où est-ce qu'on ferait ça? Mais c'est là qu'on s'est offert, nous autres, mais on pourrait faire ça chez nous, puis ça a duré, on a fait ça pendant 15 ans, au moins 15 ans. Spontanément, vous avez dit, on fera ça à la maison avec tout ce que ça implique, là, avec tout ce que ça... Oui. Les 4-5 premières années, on faisait ça, mais après ça, on faisait ça ici en arrière de la maison, sur le terrain, ici en arrière de la maison. Là. OK. Même il était 2 ans de fil qu'on faisait, on a fait, c'est ma soeur et mon beau-frère qui venaient, on les avait fait, au lieu d'être un partage d'œil, c'était un michoui. Oh! Ah, c'est la première année, là, c'était pour les 2 ans, le monde, là, il avait aimé ça. Ben oui, ça faisait différent, ça faisait une variante, puis c'est bon, les michouis aussi, d'habitude, là, ça fait que... hey, non, ben, c'est incroyable. Je vous dis autrement, si ça serait recommencé, j'ai toujours dit que je referais ma vie telle que je l'ai vécue, avec ses hauts et ses bas, à cause de la vie est faite de ça, mais j'ai été un homme très, très heureux. Pas de regret. Aucun regret. Wow. Ben, ça finit bien l'entrevue, je pense, hein, parce que ça donne rien. De toute façon, les regrets, on s'entend, hein, mais en plus d'être satisfait du genre de vie qu'on a mené, on veut pas la recommencer, on voudrait pas la recommencer autrement. Non, je leur ferais la même chose. J'étais heureux. Et là, je vous parle pas de tous les petits travaux que j'ai faits au travers de ça. Ténesco, aux Icreux, j'ai eu l'entretien du cimetière. J'en ai fait beaucoup de travail au travers de tout ça. Là. Ben, ce qu'on comprend, c'est des à côté que je faisais là, par mes soirs. Ou bien... On comprend que ça te faisait pas peur. Hein? C'était pas l'ouvrage physique qui te faisait peur. Puis non. T'avais pas peur de pas être capable. Hein? Tu disais, je vais le faire, puis ça va marcher. C'est peut-être bien ça que quand je vous ai dit que c'est ma mère qui m'a forcé à aller à une veillée d'handicapés visuels, elle avait une autre vision que moi. Elle aurait tellement aimé que je finisse mes études. Elle, son rêve, c'était que je devienne un annonceur de radio. Ah! Elle, c'est là qu'elle me voyait. Ouais, mais... Mon père était
il a toujours été d'une fierté épouvantable de voir tout ce que j'ai fait, à cause de lui aussi, avant de partir pour la guerre, il est tombé orphelin à l'âge de 9 ans, ça fait qu'il a toujours travaillé, c'est sa sœur, la plus vieille de ses sœurs, qui l'a pris pour l'élever, si on veut, là, qui l'a emmené chez eux, mais il est obligé de lâcher l'école, puis il est obligé de travailler pour aider sa sœur qui avait 18, elle a eu 18 enfants. Ça fait qu'il a toujours été obligé de travailler pour subvenir à la famille. Une grosse Ça famille. fait de voir que je marchais un peu comme dans ses pas. Il a toujours été fier, puis malgré mon handicap, de voir tout ce que je réussissais. C'est ça, là, malgré ton Oui. handicap. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est Je faisais de la bicyclette. Comment ma mère, comment il y en a qui disait, vous le laissez faire de la bicyclette, puis il voit pas, puis ma mère, je sais que je réalise aujourd'hui comment il a dû se casser la tête, puis mais elle lui disait, on peut pas l'attacher, on peut pas y empêcher de faire tout ce qu'il aime faire. C'est ça. Nos parents, là, c'est sûr qu'ils ont dû avoir le cœur qui a débattu à bien des moments quand on est allé faire des choses, mais hein, c'est comme tu dis, hein, on pouvait pas nous attacher, il fallait quand même continuer à bouger. Oui. C'est incroyable. J'ai adoré faire cette entrevue-là avec toi. Ça a été, ça nous a fait réaliser encore une fois plein de choses. Hein, puis je pense que c'est ça qui est important. Hein, c'est pas trop tu sais, oui, il y a des choses des fois qu'on peut pas faire, mais gars, quand toi te dis OK, moi telle affaire, je suis plus à l'aise, ben là, tu t'es réajusté. Hein, mais toujours en le faisant, puis en essayant, puis en se réajustant aux besoins. Ça fait que je pense que c'est un peu ça le message qu'il faut véhiculer. J'ai toujours réussi tout ce que j'ai entrepris. Et puis ça, c'est pas peu dire non plus, hein. Non. Puis ça, il y en a plusieurs, ces handicapés visuels, qui pourraient vous le dire. Comment ils viennent ici, puis comment je pouvais être fier d'aller leur montrer les animaux, puis me promener au travers d'eux autres, là. Tu vas te faire tuer, des gros bétails de même. Ben oui, ça pouvait faire peur, mais là, toi, tu avais la confiance, tu avais la connaissance pour le faire. Oui. Ouais. En tout cas, ça a été bien gentil de nous raconter tout ça aujourd'hui, René. Et puis. Ça a pris tout mon petit change, mais là, ça me fait plaisir. Je me disais, qu'est-ce que je peux leur apporter, quelqu'un de pas de restriction comme moi? Ben ça prouve hein, que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. C'est oui. Avec ce qu'on a à l'intérieur, l'entraide, hein. Revenons à l'entraide. Hein, ça fait que on a une bonne réponse à cette question-là aujourd'hui. Bon. Ben, un gros merci. Ben, ça fait plaisir, puis s'il y a de quoi, gêne-toi pas, puis rappelle. Ben, pas de problème. Ça fait-tu bien? Étais-tu jeune quand... Là, c'est moi qui pose les questions. Oui. Étais-tu jeune quand t'es parti de la Sarre? Ben, je suis parti de la Sarre à 2 reprises. En réalité, je suis parti pour venir à l'école à Nazareth, oui, mais qui s'appelle maintenant Jacques Ouellette. Mais ça, quand je suis parti, j'avais 7 ans à ce moment-là. Ça c'est sûr que ça n'a pas été facile non plus pour mes parents. Et ensuite, je suis retourné faire le secondaire, les cours à la polyvalente. Mais après le secondaire, là, j'ai préféré par moi-même revenir. Là, moi, j'habite à Longueuil. Là, j'ai préféré Longueuil, là, plutôt. Ah, mais t'as fait ton secondaire à la Sarre, en Abitibi? Oui. Ça, c'est... Vois-tu, on n'avait pas de chance-là, nous autres, dans notre temps. On n'était pas outillés comme aujourd'hui. Je trouve ça tellement beau, là. À cause quelques années après que j'ai lâché l'école, ils ont ouvert Saint-Vincent, ici à Québec, là. Oui. Ou comme Daniel Lessard, puis du monde qu'on connaît, on se connaît quasiment tous ici, là. Oui, puis qui nous en ont parlé, oui. Oui. Comment j'aurais aimé ça autant que mon épouse. Mon épouse, elle n'a pas été dans les écoles spécialisées, mais elle a broyé tout le temps, puis
a eu de la misère, là. Ben oui, ça l'aurait aidé, elle aussi, ben oui. Mais si ça aurait été ouvert en même temps, comment j'aurais été heureux, moi, d'aller à l'école ici à Québec, puis à toutes les fins de semaine, on remonter chez nous. Ben, c'est ça. Là maintenant, les jeunes, ils vont de moins en moins à l'école spécialisée. Ils vont de plus en plus dans leurs écoles dès le début. C'est une autre dynamique. Est-ce que c'est complètement mieux? Je suis pas sûr, mais bon, enfin, hein, on est allé avec les... Oui. Dans Nazareth, il y en a gros qui vont parler de Nazareth, mais moi, j'étais heureux. Les 4 ans que j'ai fait à Nazareth, j'étais heureux, là. Ben, c'est ça. Ça l'a amené quand même plein de choses positives à plein de gens. Oui. Et je me rappelle, comme si c'était hier, de voir, quand je parle de la sœur, dans le temps, c'était la mère Marie Thériault, mais son vrai nom, c'est Lucienne Thériault, et puis religieuse. J'aurais toujours rêvé de la revoir, elle. C'est elle qui m'a pris comme un enfant, là. Pour son enfant. Je l'avais encore le printemps, j'étais assis dans le gazon avec à cause de la fin de semaine, on restait pas beaucoup. Quand il faisait beau, des fois on avait le droit d'aller dans le cours des filles ou les filles venaient dans le cours des gars. Là. J'étais assis dans le gazon, dans le parterre avec Martine Rossignol, puis on ramassait des pissenlits, puis on allait donner ça à un Italien qui restait en arrière de l'école. Là. Et tout ça pour avoir des biscuits. Des fois, ils voulaient nous donner de l'argent. De l'argent, ça nous disait rien. Nous autres, c'était des biscuits qu'on voulait. Aïe. Hey, que de beaux souvenirs. Je vois encore la sœur à me frotter les mains pour venir à bout de me détacher les mains pour comme le temps du souper. Oh. Mais là, si j'aurais pu continuer à Nazareth, j'aurais fini mes études, à cause j'aimais l'école. C'est ça, hein? Ben oui, c'était le côté campagne hein, qui... Mais malgré que j'aimais ça, dans ma tête, il m'aurait jamais renfermé d'un bureau une affaire de même. Dans ma tête, comme je vous ai dit, là, j'avais dit à Hélène Toupin, moi, m'en faire un bûcheron dans ma vie. Ben, c'est ça, tu l'as su. J'avais 11-12 ans là, quand je lui ai dit ça. Là. C'est ça, tu l'as senti très jeune, puis ça l'a toujours resté. Oui. Incroyable. Hey, enfin, on va s'arrêter là-dessus. Gros merci. Il y a pas de... C'est moi qui te remercie parce que c'est il y a de quoi, gêne-toi pas. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Salut, bye. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!